Bonjour. Alors, je remercie tout d'abord les organisateurs et David Costa de m'avoir sollicité pour participer à cette présentation, parce que je trouve que c'est effectivement un domaine de plus en plus mis à l'ordre du jour, et la santé sexuelle, aujourd'hui, on ne peut plus faire l'impasse dessus. Alors, comment parler de sexualité avec les femmes? Alors, pourquoi? Il m'est apparu au moins 4 raisons évidentes. Donc, la définition de l'OMS, qui effectivement définit clairement la santé sexuelle, mais aussi celle de notre ministère des Solidarités et de la Santé, la fréquence des dysfonctions sexuelles, l'impact de ces dysfonctions sexuelles sur la qualité de vie personnelle, mais aussi du couple, et enfin parce qu'il existe des aides et des améliorations possibles à la portée de tous les médecins. Donc, je ne reviendrai pas sur la définition, simplement souligner que la santé sexuelle exige une approche positive et respectueuse de la sexualité, que sur le site du ministère de la Santé, on trouve, je vous l'ai entouré ici en rouge, je ne sais pas si vous le voyez, la notion que la santé sexuelle implique non seulement les questions de respect de soi et de l'autre, mais de plaisir et pas uniquement de procréation. La sexualité, c'est important pour les hommes. Dans cette étude, la grosse enquête publiée par Boson et Bajos en 2008, donc qui s'est intéressée à la population française, on voit qu'effectivement, la sexualité, c'est quelque chose d'important pour près de 95% des hommes, toutes tranches d'âge confondues. Mais c'est aussi important pour près de 85% des femmes, toutes tranches d'âge confondues. Donc c'est quelque chose qui est important. On peut dire que la population française est une population sexuellement active, quel que soit l'âge, puisque vous voyez que le nombre moyen de rapports est d'à peu près 8,8. Dans la même étude qui avait été publiée quelques années auparavant, en 1992, on avait 9 rapports mensuels en moyenne. Et j'attire votre attention sur le fait que la dernière tranche d'âge, ici, 55-69 ans, ça correspond quand même à plus d'1 rapport et demi par semaine. Donc la sexualité est quelque chose qui intéresse toutes les tranches d'âge de la population. Pourtant, il persiste encore de nombreuses fausses croyances dans l'inconscient collectif concernant la sexualité. Je ne vais vous en dire qu'une, mais elle est assez éloquente, me semble-t-il. On a réalisé il y a quelques années une grande étude internationale, donc dans 29 pays, qui a interrogé 13 882 femmes et 13 618 hommes de 18 à 79 ans, je crois, et on leur a posé la question: pensez-vous que la sexualité diminue avec l'âge? Et si oui, vers quelle tranche d'âge pensez-vous que la sexualité diminue? Alors on a eu la réponse, oui, 70% des hommes pensent que la sexualité diminue avec l'âge, oui, 61% des femmes pensent que la sexualité diminue avec l'âge, mais là où ça devient intéressant, c'est quand on leur a demandé à partir de quel âge et qu'on a regardé les réponses par tranche d'âge. Et là, on s'est rendu compte que les 40-49 ans majoritairement disaient oui, ça va diminuer vers 60-64 ans, les 50-59 ans, oui, mais plutôt vers 70 ans, et les 60-69 ans, oui, mais bien après 75 ans. Donc, il y a cette idée préconçue que ça diminue, mais chacun de nous n'est pas forcément concerné par cette diminution au moment où ça se produit. La sexualité ne se limite pas à la pénétration. L'importance des jeux sexuels, des caresses érotiques, persiste dans la population, y compris après 70 ans, voire 80 ans. Or, les dysfonctions sexuelles, c'est vrai, c'est quelque chose qui est fréquent et qui augmente avec l'âge. Dans cette diapositive, vous voyez l'envers de la médaille, c'est-à-dire ce sont les hommes et les femmes qui déclarent n'avoir aucune difficulté sexuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on regarde les femmes qui sont le sujet qui me concerne, eh bien, même les 18-24 ans, il y en a 1 sur 2 qui a une difficulté sexuelle. Alors, c'est peut-être pas tout le temps, c'est peut-être pas sévère, mais et on arrive à la tranche de 60-69 ans avec 2 femmes sur 3 qui éprouvent des difficultés sexuelles. Donc les difficultés sexuelles, c'est quelque chose de fréquent chez la femme. Dans ces difficultés sexuelles, toutes les phases
de la réponse sexuelle peuvent être concernés, qu'il s'agisse du désir, de l'excitation ou de l'orgasme. Alors, je pense que vous savez que l'ouvrage qui fait référence pour la définition des dysfonctions sexuelles, c'est le DSM-5. Et donc, dans le DSM-5, pour les dysfonctions sexuelles féminines, on va trouver les troubles de l'orgasme, les troubles de l'intérêt et de l'excitation sexuelle, et enfin les douleurs génitopelviennes ou les troubles de la pénétration. Donc, voici les catégories de difficultés sexuelles dans lesquelles on regroupe les difficultés sexuelles féminines. Alors, quelle importance ça a dans la population française? Donc ça, c'est les chiffres de l'enquête de Bajos et Boson. Eh bien, on voit que les difficultés pour atteindre l'orgasme, ça va de 1 femme sur 3 à 1 femme sur 2 entre 18 et 69 ans. L'absence ou l'insuffisance de désir, c'est pareil, exception faite des toutes jeunes femmes de 18-24 ans. Pour les autres, c'est 1 femme sur 2, 1 femme sur 3 entre 25 et 49 ans, et puis 1 femme sur 2 après 50 ans. Les rapports douloureux, par contre, concernent plutôt la femme jeune, puisque l'incidence la plus élevée se situe entre 18 et 34 ans, que ça a tendance à s'améliorer nettement durant la vie sexuelle active, et qu'après la ménopause, environ 5-10 ans après la ménopause, on peut retrouver effectivement une petite recrudescence des rapports douloureux, mais c'est surtout la femme jeune. Donc, dans la population générale, les dysfonctions sexuelles touchent les femmes, toutes tranches d'âge confondues, peut-être avec 2 pics de fréquence, un chez la femme jeune, l'autre chez la femme après 59 ans. Mais il faut savoir aussi qu'à ça viennent s'ajouter tout ce qui va être les pathologies chroniques ou les traitements des pathologies chroniques qui sont pourvoyeuses de difficultés sexuelles. Et il faut savoir qu'enfin, depuis 2016, la prise en charge des difficultés sexuelles dans le cadre des cancers est intégrée dans les soins de support. Donc ça a été quand même une avancée importante. Alors, concernant les cancers, quelques mots. Il faut savoir que tous les cancers, qu'ils soient génito-urinaires ou non, peuvent avoir des conséquences sur la sexualité, soit directes par lésions d'organes, envahissement tumoral, soit indirectes à cause des traitements utilisés en cancérologie. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ces difficultés sexuelles, elles peuvent apparaître soit dès le début de la maladie, soit pendant le traitement, soit voire même des années après le traitement. Et on sait qu'aujourd'hui, et encore, on a certainement peut-être fait des progrès encore, mais en 2010, les dernières études montraient qu'aujourd'hui, on arrive à guérir 1 cancer sur 2. Donc, ça veut dire que tôt ou tard va se poser la question de la sexualité pour ces patients, y compris pour ces patients guéris. Il faut savoir que globalement, 65% des hommes et des femmes déclarent des conséquences négatives sur leur vie sexuelle, malgré que 43% d'entre eux sont déclarés guéris de leur cancer. Quand les cancers concernent la cavité pelvienne, c'est 89% pour les hommes, 75% pour les femmes. Et quand le cancer est en dehors de la cavité pelvienne, c'est 44% de l'échantillon de la population active. Donc l'impact est très loin d'être négligeable. Dans l'enquête 2 ans après réalisée par l'AFSOS en 2010, 2 tiers des patients atteints de cancer souffraient d'une réelle atteinte de leur sexualité. Tous souhaitaient une information et considéraient important de pouvoir en parler. Ils n'étaient pas forcément demandeurs d'une prise en charge spécifique, mais tous voulaient pouvoir parler de ces difficultés et en avoir une information. Il n'y a qu'1 tiers des personnes, malades ou non, qui disent ne plus s'intéresser à la sexualité, soit de manière définitive, soit de manière temporaire. Et il faut savoir que les sujets âgés ou malades restent majoritairement intéressés par la poursuite d'une activité sexuelle et d'une vie intime. Que la sexualité ne se réduit pas à la génitalité, et qu'une sexualité satisfaisante, y compris non coïtale, aide les personnes malades à se sentir plus proches des autres, aimées et soutenues. Donc, en synthèse, pourquoi parler de sexualité ? Parce que s'intéresser à la sexualité de nos patientes, c'est s'intéresser à leur santé globale, bien sûr, mais c'est surtout aussi améliorer la qualité de la survie
que ce soit dans le cadre d'une pathologie chronique ou dans le cadre d'un cancer. Et en ce sens, le médecin traitant, il est quand même au cœur de l'action, puisque c'est lui qui voit et qui suit le patient de manière régulière tout au long de sa vie, en quelque sorte. Donc reconnaître, pourquoi ? Parce qu'il faut reconnaître le droit au plaisir sexuel de tout un chacun, quel que soit l'âge, j'espère que je vous ai convaincu là-dessus, et quel que soit l'état de santé. Alors comment parler de sexualité ? Il faut savoir, et ça a été montré dans des études, qu'il n'y a qu'une minorité de personnes souffrant d'un trouble sexuel qui va aborder spontanément cette difficulté, y compris avec son médecin traitant. Les patients attendent généralement que le professionnel de santé aborde la question, et ils sont demandeurs. Dans cette étude publiée par l'INCa en 2014, qui s'est intéressée à une population suivie pour cancer, donc hommes et femmes, et aux aspects sexualité, on voit que chez les femmes, il n'y a que 4% d'entre elles, suivies pour un cancer, qui ont abordé la question de la sexualité à l'initiative de l'équipe soignante. Donc, il y a vraiment beaucoup de progrès à faire dans ce domaine-là. C'est un peu mieux pour les hommes. J'ai oublié, les recommandations professionnelles publiées par l'AFSOS en avril 2021, donc ça, c'est pas vieux, que nous recommande ce consensus d'experts. Il nous dit que tous les acteurs de soins impliqués dans les parcours de soins doivent prendre en compte le fait que les soins de support sont plus efficaces comme mesure préventive, donc s'ils sont introduits très tôt dans la prise en charge des patients. Cela est notamment vrai pour la sexualité en termes d'information, d'éducation des patients sur les impacts sexuels, ainsi que la gestion appropriée des symptômes sexuels. Comment parler de sexualité ? Alors bien sûr, la sexualité touche l'intimité du sujet, donc il faut qu'il y ait une relation de confiance qui se soit établie. Donc l'alliance thérapeutique doit déjà être en place, ça nécessite une relation de confiance. Bien souvent, un entretien individuel sera indispensable pour explorer la souffrance sexuelle réelle de la patiente et explorer son histoire sexuelle et ses vulnérabilités sexuelles. On va évoquer la sexualité par une première question qui doit être simple, posée sur un ton bienveillant et empathique. Et cette question simple, elle s'avère aussi efficace qu'un tout un questionnaire spécifique pour détecter la présence ou non d'un problème sexuel. Alors, quel type de questions simples ? Il en existe beaucoup, chacun de vous peut élaborer sa propre question. Je vous ai mis 3 ou 4 exemples. Et votre sexualité, comment ça va ? Sexuellement, ça se passe comment pour vous ? Rencontrez-vous des difficultés dans votre sexualité ? Avez-vous l'impression que votre maladie ou vos traitements ont eu une influence sur votre sexualité ? Votre sexualité s'est-elle modifiée suite à l'introduction de ce nouveau traitement ou à l'opération, ou etc. Enfin, voilà. Donc, question simple à adapter au cas de la patiente. Après quoi, il faut permettre au patient ou à la patiente d'exprimer ses difficultés, sa souffrance et ses attentes. Et ça va demander un certain nombre d'attitudes et de comportements et de qualités. Ça veut dire qu'il faut savoir faire preuve de neutralité bienveillante, éviter toute projection personnelle. Exemple d'un monsieur de 70-75 ans qui vient vous voir parce qu'il a des difficultés sexuelles, même si vous avez 25 ou 30 ans, il ne faut pas se projeter. Lui, c'est sa vie, c'est ses attentes, et ça fait partie de sa qualité de vie. Donc il faut savoir ne pas être normatif, moralisateur, et ne pas porter de jugement sur les attentes de nos patients. Faire preuve d'ouverture, de bienveillance et de respect par rapport aux attentes des patients. Alors, attention à la communication non verbale, l'expression du visage, la fréquence de sourire, le contact visuel, le hochement de tête, l'inclinaison du buste vers l'avant, la posture corporelle ouverte, une tonalité vocale chaleureuse seront autant d'éléments qui vont permettre aux patients de se sentir à l'aise et de pouvoir parler.
Alors moi, je vous propose un algorithme assez simple. On pose une première question, donc avez-vous des difficultés sexuelles? Là, le patient ou la patiente ne répond pas de suite. On va laisser quelques secondes le silence s'installer. Si la patiente ne répond pas, on va justifier notre question. Je vous pose cette question parce que la santé sexuelle fait partie de la santé globale, parce qu'on sait que dans le cas de votre maladie, il peut y avoir des conséquences sexuelles. On justifie. Ça vous permet aussi de vous sentir légitime dans la question que vous avez posée. On respecte le silence. À partir de là, si le patient ou la patiente répond non ou pas de réponse, on va passer aux autres questions tout en lui disant qu'on aura certainement l'occasion de revenir à cette question-là lors d'une prochaine consultation ou que le patient pourra y revenir lorsque lui le souhaitera ou qu'il voudra en parler. Si la réponse est non, on passe à la suite de l'interrogatoire. On a posé la question, tout va bien. Si la réponse est oui, il faut compléter cette question par 2 autres questions simples. C'est « Êtes-vous gêné et voulez-vous que nous en parlions ?» Parce que si la réponse est non, je ne suis pas gênée ou non, ça va, on ne va pas insister. On va lui dire, écoutez, on en reparlera une autre fois si vous en avez envie ou si vous en éprouvez le besoin. On laisse la porte ouverte. Par contre, si la réponse est oui, donc là, il va falloir faire une proposition de prise en charge ou éventuellement proposer une consultation spécialisée si c'est quelque chose de compliqué à prendre en charge. Donc, dans les prises en charge simples, j'ai fait très vite parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Le premier temps, c'est l'évaluation. C'est un temps capital. Il va permettre d'évaluer les connaissances de la patiente en matière de physiologie de la réponse sexuelle et de son évolution avec l'âge, puisque cette physiologie évolue avec l'âge. Évaluer l'impact de la maladie et des traitements. Évaluer le degré d'anxiété et de performance. L'existence ou non de cercles vicieux qui entretiennent ou qui aggravent les difficultés sexuelles, les distorsions cognitives ou les fausses croyances à propos de la sexualité qui viennent entraver aussi le bon déroulement de la sexualité. Le deuxième temps, ça va être le temps d'information, d'éducation, c'est ce qu'on appelle nous faire de la sexo-éducation. On va apporter à la patiente des explications et des informations sur la physiologie de la réponse sexuelle et sur les éventuelles perturbations entraînées par l'âge, par les traitements, par l'environnement relationnel, social, psychologique. Voilà. Donc le deuxième temps, c'est un temps où on explique. Et enfin, dans un troisième temps, on peut utiliser des traitements simples, des traitements adjuvants, mais qui peuvent beaucoup aider les patientes. Et j'allais dire, une fois que vous avez établi un dialogue, que vous avez permis à la patiente de parler, que vous avez écouté, que vous avez discuté avec elle, que vous l'avez aidée à comprendre, vous avez déjà fait le 3/4 de la démarche thérapeutique. D'accord ? Donc après, les traitements adjuvants, c'est les ovules d'acide hyaluronique, la restauration de la flore vaginale, la rééducation périnéale, l'utilisation de dilatateurs vaginaux, l'utilisation de gels lubrifiants qui doit vraiment être quelque chose de systématique quand il y a des douleurs à la pénétration et quand il y a une poursuite de la pénétration, la littérature érotique, le développement des fantasmes, la relaxation, le yoga, la méditation. Et pour le couple, 2 éléments qui sont importants, c'est la gestion du temps et des priorités, parce que bien souvent, le temps réservé à l'intimité, il passe à la trappe, donc il n'y a plus de temps d'intimité, il n'y a plus de temps de qualité pour le couple. Et le deuxième aspect qui va nécessiter, cette fois-ci, une prise en charge du couple, c'est de faire évoluer les habitudes sexuelles et les comportements sexuels pour s'adapter à la nouvelle physiologie de cette situation clinique. Voilà. Je vous remercie. C'est très difficile de résumer en 20 minutes ce qui prend 3 ans à être enseigné dans le DU de sexologie. Mon objectif, c'est simplement de vous sensibiliser et de vous donner l'envie d'aller plus loin, d'en savoir plus et d'en faire plus. Voilà, merci beaucoup.